Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Eh bien, écoutez, l'après-midi, à la Manufacture des Tabacs à Lyon, sur la question du droit et la question de sa créativité se poursuit. Là, nous allons parler pendant 60 minutes sur la question de l'océan et l'espace, nouvelle frontière du droit. L'espace et l'océan, milieu inhabitable pour notre espèce qui, je le rappelle, est parmi les plus invasives qui soient, attise intérêt en tout genre, de l'exploration à l'exploitation. Le droit et les technologies dessinent des délimitations pour ces deux réalités géographiques, deux espaces miroirs en quelque sorte, aux confins encore inexplorés et inexploités. Donc pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Chiara Neri, vous êtes maîtresse de conférences HDR, co-directrice du Centre de droit international et co-directrice du Master de droit des organisations internationales à la faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, où nous sommes. Et Alban Guillaume Marche, bonjour. Si je n'ai pas... Voilà. Vous êtes doctorant en droit spatial et coordinateur de la NRT Objectif Lune. On va peut-être commencer par deux définitions qui, d'une certaine manière, rassemblent océan et espace. Je suis allée les chercher sur Internet. Internet, d'ailleurs, qui est un vrai sujet concernant l'espace et les océans. L'océan désigne l'ensemble des eaux salées en communication libre et naturelle, selon les termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982. Et dans le même esprit, l'espace, ce nouvel océan, comme il a été baptisé, je crois, en 99, est l'ensemble des zones et objets situés au-delà de l'atmosphère terrestre. Donc ma première question, et je m'adresse à tous les deux, en droit, quelles pourraient être les incidences sur le fait que océan et espace ne constituent qu'un seul et même espace, des espaces uniques, et non pas des espaces segmentés que sont les espaces terrestres, c'est-à-dire les zones où nous, notre espèce, habitons. Peut-être Chiara Neri. Oui, merci pour votre question. Peut-être que pour apporter un premier élément de réponse, les espaces terrestres sont segmentés, notamment parce que les hommes y ont tracé des frontières. Et malheureusement, l'océan, on aimerait l'imaginer comme un espace de liberté et un espace commun. Mais les hommes ont également tracé des frontières sur les océans, ce qui en fait aujourd'hui un espace qui est également un espace segmenté en fonction des zones qui ont été imaginées par les hommes et également en fonction des activités qui sont réalisées sur ces océans et qui sont réglementées différemment. Donc peut-être qu'on peut faire en revanche un parallèle entre les espaces maritimes internationaux comme la haute mer ou la zone internationale des fonds marins et effectivement l'espace extra-atmosphérique qui ont en commun d'être des espaces qui ne sont pas appropriables par les États. Donc il en reste peu. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, on voit bien qu'il y a d'un côté cette segmentation physique tangible des espaces terrestres, ce qui n'est pas le cas de l'espace des océans, puisqu'en effet l'eau circule, même si nous avons beaucoup de dénominations différentes, des mers, des océans, etc. Mais qu'en même temps, cette territorialisation, et c'est un sujet sur lequel on va beaucoup revenir, est une espèce d'impondérable de notre espèce, en tout cas, dans sa manière de voir le monde. Peut-être Alban Guillaume Marche là-dessus. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'en fin de compte, pour le commun des mortels, c'est peut-être beaucoup plus évident d'envisager le point de départ de l'espace que ça ne l'est pour le droit de l'espace en lui-même, qui en fait n'a jamais souhaité véritablement trancher un vieux débat, qui est en fait celui de la frontière entre, vous l'évoquiez tout à l'heure, entre l'atmosphère et le début de l'espace extra-atmosphérique. On se débrouille très bien sans critères géographiques fixes depuis le début. Pendant longtemps a été évoquée l'idée que ce serait une centaine de kilomètres d'altitude, cette fameuse ligne de Kármán, sans qu'on accepte véritablement d'avoir cette frontière verticale qui
nous fait quitter le royaume de la Terre pour entrer dans celui de l'espace. De toute façon, il y a cette dimension imaginaire et arbitraire du choix de la frontière s'agissant de l'espace, évidemment. Alors, c'est assez intéressant de constater que la plupart des vieux manuels de droit de l'espace, les tout premiers, quand la matière avait encore 5 ou 10 ans, avaient toujours systématiquement un chapitre préalable sur les données scientifiques et essayer d'établir justement cette frontière de Kármán, cette ligne de Kármán avec des données scientifiques. Donc avec cette idée que l'espace, en réalité, commençait là où s'arrêtait l'atmosphère, c'est-à-dire là où la friction avec le ciel, je parle en juriste, pas en astrophysicien, s'arrêtait. Mais c'est très intéressant ce que vous évoquez comme thème pour la journée, cette créativité du droit. C'est exactement la même chose avec les frontières. Ça relève de l'imaginaire arbitraire, en tout cas s'agissant de l'espace. On pourra en redébattre tout à l'heure, parce qu'il y a des frontières terrestres beaucoup plus évidentes, créées par la géographie et la physique. Mais pour l'espace, en réalité, il n'y en a pas. Et ce que j'aime bien en général dire, pour conclure très court sur ce sujet, c'est l'espace, c'est pas si grand que ça, paradoxalement. En fait, on a l'impression qu'au-delà de l'atmosphère, on rentre dans l'infini. Mais en réalité, on en débattra au moment de la logique territoriale, c'est pas si grand au sens, c'est un espace limité dans l'infini, limité par notre accès et limité de toute façon par nos capacités à atteindre une certaine zone. Donc en réalité, assez rapidement, même si on n'a pas cette ligne de Kármán qui nous permet de déterminer vers où on va, on a quand même des segments sur cet infini spatial qui se dessinent, les orbites basses, les orbites moyennes, l'orbite géostationnaire et le reste. Et pour le reste, on en débattra tout à l'heure au moment de parler de l'exploration de la Lune. Mais juste un point de détail sur ce que vous venez de dire, Alban Guillaumarche, sur cette limite, mais qui est une limite posée de manière très anthropocentrée, c'est-à-dire que c'est une limite posée à partir de nous. Quand on parle de cette question de la profondeur de l'espace, je ne sais pas si le terme est juste d'ailleurs sur cette question de la profondeur, parce que c'est en plusieurs dimensions. Et est-ce que justement cette question anthropocentrée est toujours la manière dont on regarde, aujourd'hui encore en droit, la question de l'espace ou la question des océans? Peut-être Oui. Chiara. Dans l'immense majorité des cas, oui, parce que les textes de base, notamment la Convention de Montego Bay dont vous avez parlé de 1982, et les autres instruments qu'on utilise pour régir la mer de manière large, sont clairement anthropocentrés, ils ciblent les activités des hommes en mer, ils ciblent bien sûr la biodiversité marine, mais seulement en termes d'exploitation en fait, par les hommes. De plus en plus, tout de même, on remarque que les juges, donc pas les textes, mais les juges vont développer, les juges internationaux comme les juges nationaux, vont développer une approche beaucoup plus globale de la protection des océans, qui inclut du coup les autres espèces qui utilisent l'océan, celles qui y vivent, et donc la protection des écosystèmes devient un point important, protéger ces écosystèmes pour eux-mêmes. Toute la logique, par exemple, de création des aires marines protégées sort de ce concept-là. Donc de plus en plus quand même, on arrive à sortir du droit anthropocentré, mais ça demeure compliqué d'interpréter nos textes de base qui ont été bâtis autour des activités de l'homme d'une manière qui prenne en compte les intérêts de la nature. Donc c'est un peu ce débat-là. Et donc, il faut compter sur l'interprétation évolutive des juges pour aboutir à cette protection des écosystèmes, pour eux-mêmes et pas pour ce qu'ils nous apportent. Alors justement, pour poursuivre sur ce qui fait du commun entre espace et océan, et je ne pense pas être exhaustive, ils ont donc ces deux espaces ont en commun de se définir hors du cadre politique des États, qui ont pour habitude de quadriller justement les espaces terrestres segmentés dont on parlait tout à l'heure, et donc en font des territoires. On a un peu abordé ces sujets-là, c'est-à-dire des zones soumises à une autorité et à un principe d'organisation et d'exploitation et de préservation. On peut l'imaginer en tout cas. Mais l'un comme l'autre connaissent le même processus de territorialisation, c'est-à-dire espace et océan.
et donc d'appropriation d'une certaine manière des États, et donc dans une logique d'occupation, exploitation, préservation dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on en est au même point concernant le droit de la mer et le droit de l'espace ? Pour le droit de l'espace, légèrement, et c'est un euphémisme, quand même beaucoup moins en réalité, pour la raison simple, c'est que l'implication, à mon sens, la territorialisation du droit de l'espace commence véritablement à partir du moment où un sol est impliqué. Et un sol, c'est le sol lunaire, le sol martien, enfin, dans très très longtemps et encore. Mais restons sur le sol lunaire, qui est quand même l'ambition spatiale qui connaîtra la réalisation sans doute de notre vivant d'ici la fin de la décennie au cours de la Oui, parce que je crois que suivante. Mars est à 200 fois plus loin que la Lune, je crois. Mars, c'est 6 mois de voyage, et je souhaite à aucun astronaute de passer 6 mois de voyage dans l'espace en termes de radiation et de perte de densité musculaire. Mais voilà. Donc, restons sur la Lune, 3 jours de voyage. Les températures sont pas meilleures, mais la destination est légèrement plus agréable. En fait, la présence d'un sol ou non dans le spatial va changer la façon dont le droit de l'espace va évoluer. Puisque jusqu'à présent, finalement, il y a des enjeux d'occupation de fréquences. Il n'y a pas véritablement d'enjeu d'occupation des orbites terrestres. Il y a un problème d'encombrement de ces orbites terrestres, qu'on a lancé beaucoup d'objets spatiaux depuis le début de la conquête spatiale. Et on y a aussi laissé beaucoup de déchets et de débris qu'on n'a jamais pris le temps de faire redescendre. Donc on a bien un problème d'encombrement des orbites, mais ce n'est pas véritablement une logique territoriale. On a un problème d'occupation des fréquences, mais là non plus, ce n'est pas véritablement un enjeu territorial. On a un problème un peu plus précis qui est sur l'occupation des orbites géostationnaires. Pour le faire simple, c'est quand les satellites restent au-dessus d'un point fixe et tournent à la même vitesse de rotation que la Terre. Et ça, s'agissant de ces orbites-là, en tout cas, il y en a dans une quantité limitée, mais même si on a eu des logiques spéculatives sur leur occupation, on n'a pas véritablement de territorialisation de l'occupation des orbites. En revanche, sur la Lune, avec ses ambitions lunaires, notamment le programme Artemis de la NASA, qui, je rappelle, veut quand même poser des astronautes d'ici la fin de la décennie sur la Lune, on n'a en tout cas pas véritablement une logique territoriale assumée au sens de proclamation de souveraineté, comme on a pu l'avoir à la découverte du Nouveau Monde. On a plutôt l'idée que pour l'intérêt de l'activité menée sur le sol lunaire, on doit consacrer des zones de protection autour des installations. C'est le cas de la safety zone prévue par les accords Artemis proposés par les Américains en signature de façon bilatérale. Et quand ils assemblent en fait un ensemble d'accords bilatéraux, ils appellent ça multibilatéralisme, mais en réalité ça reste du bilatéralisme. Donc les Américains dans les accords Artemis proposent des safety zones. Est-ce que c'est une logique territoriale ? Oui et non. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de proclamation de souveraineté, ce ne serait pas conforme aux engagements internationaux des États-Unis en vertu de l'article 2 du traité de 67, qui, je rappelle, crée un principe de non-appropriation nationale par tout moyen dans l'espace. En revanche, on a bien une occupation légitimée par un instrument juridique. Donc la nuance est ténue, mais ce n'est pas de la territorialisation, c'est plutôt de la protection de l'occupation. Je vous remercie. Karen Herry, peut-être sur les questions des océans au regard de la territorialisation qu'on connaît bien sur les zones terrestres. Oui. Alors, la mer est soumise à ce qu'on appelle la juridiction rampante, c'est-à-dire que les États essayent de s'approprier le plus possible d'espaces marins, sur lesquels ils n'exercent pas forcément leur souveraineté d'ailleurs, mais parfois juste des compétences exclusives dans certains domaines. Mais c'est une espèce de chemin naturel des États qui veulent s'approprier des ressources de manière exclusive. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ce qui est commun entre l'espace et la mer, c'est l'interdiction de l'appropriation pour les espaces internationaux en mer comme la haute mer, par exemple. Le régime est quand même assez proche, puisqu'il est interdit pour les États de s'approprier et donc d'exercer leur souveraineté sur une partie de ces espaces-là. En revanche, ce qui est à mon avis paradoxal, c'est que cette interdiction d'appropriation, qu'on peut penser comme étant positive, dans le sens où elle évite les appropriations unilatérales et un peu égoïstes des États, c'est pas le régime qui protège le mieux les espaces. Le régime le plus protecteur que l'on ait en droit de la mer, c'est le régime de la zone internationale des fonds marins, qui est le patrimoine commun de l'humanité, et qui, du coup, est dans un régime d'appropriation. C'est pas un régime de liberté. La zone, elle a un propriétaire. Le propriétaire, c'est l'humanité. Et donc, ça veut dire qu'on a le droit d'exploiter les ressources, que le propriétaire peut exploiter ses ressources. Simplement, ce sera au bénéfice de l'humanité tout entière. Et ce régime-là, il est beaucoup plus protecteur, finalement, de la zone, de son environnement, des espèces qui y vivent, des ressources que l'on peut y trouver.
Donc la contrainte fabrique peut-être du commun et en tout cas participe à la question de la préservation. Alban Guillaume, vous vouliez réagir? Oui, sur la question du patrimoine commun de l'humanité, dans l'espace, il y a eu une tentative, en tout cas, de Oui. consacrer l'espace en patrimoine commun de l'humanité, qui est l'accord sur la Lune, d'ailleurs pour lequel vous avez inspiré un Oui. dessin dans Dessiner le droit dans l'Anthropocène, qui est le journal qui est distribué, qui est vraiment bien, d'ailleurs, je le recommande au public. En fait, sur cette question de la consécration de la Lune, donc en fait, c'était dans le cadre de l'accord sur la Lune de 79, on a l'article 11 qui essaie de consacrer la Lune comme patrimoine commun de l'humanité. Le traité est entré en vigueur parce que quelques États qui ont une activité spatiale plutôt secondaire ont accepté de s'engager et de consacrer la Lune comme patrimoine commun de l'humanité. Ce qu'il faut constater, c'est que l'accord de 79 n'a été signé ni par les États-Unis, ni par l'URSS en son temps. Et en conséquence de quoi, en fait, oui, on a bien un accord, qui est l'accord de 79, qui nous dit que la Lune et les autres corps célestes sont patrimoine commun de l'humanité, mais si dans les faits, et on en reparlera au moment de l'exploitation des ressources, si dans les faits, la première puissance spatiale mondiale, et à l'époque la deuxième puissance spatiale mondiale, refuse de consacrer la Lune comme patrimoine commun de l'humanité, ça n'en est pas un. C'est là où la géopolitique rattrape le droit. Tout à fait. Alors, on n'a pas parlé de géopolitique parce que ce n'était pas tout à fait notre angle, mais on voit que le poids est considérable, parce qu'en effet, si les deux premières puissances, en tout cas en termes de recherche et conquête spatiale, je ne saurais pas le dire, ne signent pas le traité, il y a ce qu'on appelle un gros problème. Non ? Oui. Et alors, justement, sur la question des océans, quelles sont les grandes puissances ? Quels sont les pays qui ont des domaines maritimes? Je ne sais pas si le terme est exact, et je crois savoir que la France est plutôt dans le peloton de tête. Oui, la France est un des États qui dispose des espaces maritimes les plus vastes. On retrouve également les États-Unis, on retrouve, après selon les revendications, ça peut évidemment changer, mais des grandes puissances maritimes qui, même s'ils ont des façades plus petites, je pense à la Chine par exemple, ont quand même une politique maritime qui est considérable. C'est le cas aussi des États-Unis, c'est un peu moins le cas de la France, qui s'occupe de gérer ces territoires maritimes qui sont extrêmement vastes et qui demandent déjà énormément de ressources. Mais par exemple, les États-Unis ont une vraie politique maritime de protection de la liberté des mers. Et donc, ils vont mener des opérations de manière complètement unilatérale dans des zones qui sont assez loin de leurs côtes pour protéger cette liberté des mers face à des tentatives d'appropriation d'autres États, par exemple de la Chine. Donc, on a des grandes puissances qui sont globalement les mêmes que celles qu'on retrouve dans le monde géopolitique terrestre. Alors justement, je m'attarde un peu sur ces questions de frontières, ces questions de tracés, voilà, et notamment sur la question des mers, de l'océan. Très simplement, le niveau monte. Oui. Donc on ne sait pas où commence la mer, où elle avance. Les traits de côte s'effacent dans des endroits extrêmement souvent urbanisés. Vous parliez de la Chine, je pense à la côte est de la Chine, mais pas que, évidemment. Et donc, comment est-ce qu'on redessine, on réactualise en permanence les zones maritimes, comment ça se passe par rapport à cette question qui est à l'œuvre, C'est une excellente question pour laquelle il n'y a pas de réponse pour le moment, parce que les lignes de base qui servent à calculer les espaces marins dont vont pouvoir disposer les États ont été pensées comme des lignes immuables, parce qu'on n'avait pas cette idée du tout. On n'avait pas imaginé que le niveau de la mer allait monter de manière aussi significative et donc que les lignes pouvaient bouger. Donc on se retrouve dans une situation où on a deux options. Soit on ajuste la ligne de base à la montée des eaux. Donc ça veut dire aussi qu'il faudra le faire périodiquement, que la ligne va bouger, ce qui crée une insécurité juridique importante pour les usagers de la mer, puisque la frontière externe des espaces marins de l'État va bouger en conséquence. Et donc on va perdre, par exemple pour les pêcheurs, ils vont perdre des zones de pêche, par exemple, exclusives. Donc ça crée une insécurité. Et ça limite, donc ça fait reculer la frontière extérieure de l'État en mer. Vous voulez dire qu'en fait, la surface n'est pas extensible,
et qu'en réalité, donc, si on avance dans les terres, on avance Oui. la limite extérieure de la zone. Exactement. Ce qui est fixé par le droit de la mer, la Convention de Montego Bay, c'est la largeur maximale des espaces marins. Par exemple, un État a le droit de proclamer jusqu'à 12 000 nautiques de mer territoriale. Cette mer territoriale ne peut pas aller au-delà de 12 000 nautiques. Donc, si on bouge la ligne de base, nécessairement, il faudra bouger la ligne de la frontière extérieure de la mer territoriale. Donc, on est dans une situation où l'intérêt des États est quand même compliqué à identifier. Il y a les intérêts des zones côtières et des populations côtières qui seraient d'ajuster, bien sûr, la réalité physique à la réalité juridique et donc de faire bouger ces lignes de base. Et en même temps, pour les États, si on fait bouger cette ligne de base, eh bien, ça leur fait perdre le contrôle de certains espaces marins au large. Et donc, face à ce paradoxe un peu schizophrénique pour les États, eh bien, on est un peu dans l'impasse. Et pour le moment, on n'a pas de proposition claire comment régler ce problème juridique. Oui, parce que excusez-moi, ça paraît tellement kafkaïen, donc ça m'intéresse. Et donc, il y a des États là qui sont en train de fabriquer des nouvelles capitales, hein, et notamment en s'éloignant des bords de mer. Hein, je pense au Vietnam, je pense à la Birmanie, etc., qui sont des pays sous pression par rapport à la montée des océans, hein, et qui sont en même temps des pays très dépendants des ressources maritimes. Vous parlez de la pêche, mais ça pourrait être d'autres du commerce aussi. Et donc, voilà, comment et c'est à l'œuvre, c'est en cours. Donc, Oui. la question est de savoir si le débat sur le droit, au fond, est un débat qui est mené, puisque la question est en train de monter de manière assez... et on pourrait parler de pays africains, on pourrait parler de la Californie, on pourrait parler de la Floride, enfin bon, on pourrait parler d'énormément de choses, sans passer les Antilles, etc. C'est vraiment là. C'est vraiment là. Donc, comment réagit le droit par rapport à ces questions-là? C'est-à-dire qu'il est en avance, il est en retard, il est en résonance sur ce qui se passe, qui est à l'œuvre aujourd'hui? Alors, le droit est rarement en avance, hein, est souvent très en retard. Mais c'est peut-être parce que les hommes sont en retard, c'est peut-être pas le droit. Oui, il faut penser le droit, je pense, comme un outil au service de décisions politiques, au service de ce qu'on en fait et des décisions qui vont être prises. Donc le droit en tant que tel ne peut rien, en fait, sans la volonté politique de décider quelque chose. Donc le droit, c'est vraiment un outil. Donc là, en fait, ce qui nous manque, c'est un consensus sur la meilleure solution pour régler ce problème de montée des eaux, qui va poser évidemment la question des frontières maritimes, mais qui pose également des questions existentielles de subsistance de certains États, de déplacement massif de populations, qui sont aussi des problèmes juridiques qui n'ont pour le moment pas de solution, de disparition des territoires. Est-ce que l'État, puis après c'est vraiment une question de droit international général, est-ce que l'État disparaît s'il perd son territoire? Ce type de questions sont toutes des questions en suspens pour le moment. Et là, le droit, en fait, attend... tout simplement, il y a des solutions juridiques qu'on peut mettre en place, mais le droit ne peut pas s'emparer de cette question sans la décision politique. Donc c'est la décision politique qui va impulser ensuite une solution juridique. Je pense que Alban Guillaume, cette question ne se pose pas pour l'espace. Non, parce que globalement, on sait où il commence. On n'a pas de problème de montée des eaux et le peu d'eau qu'il y a est gelé. Donc c'est pas... Enfin, en tout cas, au pôle sud de la Lune, par contre, on va avoir un problème sur des questions d'occupation et de... en fait, ça va paraître surgir d'un peu à côté, mais on va avoir des problèmes sur... donc, si on reprend les ambitions lunaires dans l'ordre, quand même, pour resituer quand même pour l'auditeur, parce que la communauté spatiale a souvent tendance à oublier qu'en fait, c'est des sujets qui nous intéressent, nous, mais qui sont rarement aussi quand même diffusés auprès du grand public. Et donc, sur la question des ambitions lunaires, d'ici la fin de la décennie et le milieu de la prochaine, on aura plusieurs bases lunaires. Donc, une base lunaire, c'est quelques modules, un gros module ou plusieurs modules assemblés ensemble, avec quelques astronautes à bord, avec des équipes en rotation toutes les semaines, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans l'espace. Et ce qui est intéressant avec ces bases, c'est qu'elles vont pour la plupart être localisées au pôle sud de la Lune. Pourquoi le pôle sud de la Lune? Pour essentiellement deux raisons. La première, c'est la présence d'eau sous forme gelée.
dans les cratères lunaires, qui serait en tout cas une ressource très intéressante pour ces bases, ne serait-ce que pour s'approvisionner en eau pour les astronautes, mais aussi pour fabriquer donc, de l'hydrogène et de l'oxygène qui servent de carburant pour fusées. Donc voilà, cette présence d'eau au pôle sud de la Lune, mais aussi du fait de conditions astrophysiques, des conditions d'ensoleillement beaucoup plus favorables, ou en tout cas une nuit lunaire légèrement moins longue. Pour rappel, une nuit lunaire, c'est 14 jours, un jour lunaire, c'est 14 jours, c'est quand même très long, 14 jours de jour et 14 jours de nuit. Ce qui implique par ailleurs d'avoir quand même des ressources en énergie pour la base suffisantes pour résister à la nuit lunaire. La nuit lunaire qui est véritablement le danger principal des missions à l'heure actuelle. Tout ça pour dire qu'on va avoir au pôle sud de la Lune 3 bases maximum, peut-être, de nationalités différentes. Un projet, en tout cas russo-chinois, annoncé, donc l'International Lunar Research Station, et à côté, un projet américain Artemis, avec un relais par ailleurs, donc un relais en orbite lunaire et cette base au pôle sud. Et donc, on va avoir sur ce pôle sud donc, plusieurs bases avec des intérêts géopolitiques divergents et une concurrence pour des points d'occupation. Alors, ce qui est bien dans le spatial, c'est que les conditions extérieures sont particulièrement hostiles. Donc, depuis le début, ça pousse quand même à une certaine coopération entre puissances spatiales. Ce qui est inquiétant, c'est que le pôle sud de la Lune, c'est extrêmement petit et qu'on aura des logiques, en tout cas, de positionnement en premier, donc premier arrivé, premier servi, pour les points d'ensoleillement, pour les points d'accès aux ressources en eau. Donc, on n'a pas ce problème, en tout cas, de mutation des territoires, de changement géographique. On a justement plutôt un problème de l'arrivée dans le spatial, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'une logique d'occupation du fait de la présence d'un sol. Donc les enjeux ne sont pas exactement les mêmes, mais en revanche, l'outil est à peu près le même, puisque autant dans le droit de la mer que dans le droit de l'espace, ce qui nous réunit, c'est justement des droits des espaces internationaux, avec les mêmes réflexes juridiques, la même épistémologie sur l'appréhension de la spatialité. Et donc, ce qui va être assez... en tout cas beau pour le juriste qui trouve le droit beau, c'est d'assister justement à la façon dont le droit des espaces internationaux va muter parallèlement sur le droit de l'espace extra-atmosphérique et sur le droit de la mer et l'occupation terrienne. Chiara, Neri, peut-être un mot là-dessus, sur cette mutation, parce que c'est quand même travailler sur ces espaces-là, à partir du droit, c'est quand même assez passionnant. Enfin, Oui. je vois ça de l'extérieur, et notamment parce qu'il y a de l'inexploration. Et puis qu'il y a aussi du récit, de l'imaginaire, du rêve. Il y a des choses assez enthousiasmantes en réalité, hein, Oui. de conquête, alors qu'on a fait le tour en tout cas des espaces terrestres. Oui, je voudrais juste ajouter peut-être, parliez de la beauté du droit, et c'est vrai que ce sont des sujets qui sont extrêmement enthousiasmants, et ce sont des sujets également dans lesquels on a encore, disons, un imaginaire juridique qui est assez sans limite. On n'aurait jamais imaginé, dans le droit international classique, avoir des régimes juridiques aussi imaginés, enfin aussi fous que celui de la zone internationale des faux marins, celui du traité sur la Lune, ou encore celui sur l'Antarctique, puisque finalement, en vous écoutant, la question de la Lune, à mon avis, va être traitée de manière assez similaire que celle de l'Antarctique. Un espace terrestre, mais un espace terrestre avec un régime particulier. Les États ont pu y installer des bases d'exploration scientifique, mais sans s'approprier le territoire. Bon, donc peut-être que ça peut être une piste, mais en tout cas, ce sont des domaines du droit où il y a vraiment la place pour l'imagination d'un régime juridique qui soit en dehors des sentiers battus et qui permette de s'adapter aux nécessités qui sont très hostiles des zones duquel on parle. Parce que c'est vrai que ce soit les grands fonds marins ou la Lune, on est dans des conditions qui sont invivables pour la plupart des espèces, y compris la nôtre, et donc extrêmement dangereux. Et dans ces espaces-là, quand même, la coopération internationale fonctionne plutôt mieux que sur les espaces terrestres. Peut-être par nécessité. Bien sûr. C'est tout à fait le point. En fait, sans tomber dans une forme de naïveté, il ne faut vraiment pas postuler le conflit géopolitique. Il y a des conflits d'usage, mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'observer que, quel que soit l'espace international en question, il en va tellement de l'intérêt de chacun des États présents autour de la table de trouver un régime commun, de trouver des règles d'utilisation communes, qu'on a beau être les États-Unis et l'URSS en plein milieu de la guerre froide, on s'accorde sur une base quasi bilatérale pour faire 5 grands traités spatiaux
en l'espace d'une trentaine d'années, ce qui est quand même un effort juridique prodigieux. C'est aussi le cas pour le droit de la mer. En fait, il y a un intérêt de ces États, quoi qu'il arrive, à coopérer sur les règles communes. Qu'ensuite, il y a des ambitions géopolitiques et des occupations concurrentes, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, il y a bien un effort de coopération préalable. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur ces... D'ailleurs, j'ai dit beau droit, parce que j'en avais marre d'utiliser intéressant et que je cherchais un synonyme. Mais enfin, je retombe sur le beau. C'est assez beau quand même, cet effort de coopération du fait de l'hostilité du milieu. Eh ben, ça nous donne en tout cas un peu de beau moqueur, ce qui est pas mal parce que sur Radio Anthropocène, c'est pas toujours totalement joyeux. Pour continuer sur un sujet, ou plutôt creuser un tout petit peu un sujet que nous avons commencé à aborder, donc il y a cette question des ressources, il y a cette question de l'exploitation des ressources qu'on trouve là aussi dans les deux espaces dont on parlait, océan et l'espace, donc les hydrocarbures, minerais en tout genre, métaux rares. Et puis ce sont aussi des espaces qui sont producteurs de ressources, qui sont eux-mêmes en capacité à produire, et je pense en particulier aux énergies renouvelables, par exemple. Alors là aussi, au croisement de la coopération internationale et du droit, comment sont envisagés ces sujets? Donc l'extractivisme d'un côté, j'allais dire un peu plus classique, et de l'autre, la gestion de ces énergies renouvelables dont on dit qu'on va vers elles, on va vers un mix énergétique, non? Il me semble que c'est annoncé. Alors sur la mer, j'ai beaucoup de choses à dire, peut-être que vous voulez commencer. Non, primauté historique pour la mer. Donc. Primauté historique pour la mer. Alors la mer et l'énergie, évidemment, c'est un grand débat. Rien qu'en potentialité, en fait, on pourrait, avec les énergies renouvelables marines uniquement, on pourrait couvrir les besoins en électricité de l'intégralité de la planète, de toute l'humanité. Mais ce sont des potentialités parce qu'il faut évidemment que la technologie suive, et il faut que les capacités scientifiques suivent, et il faut aussi, bien sûr, que on ne soit pas dans un mal pour un bien et qu'ensuite on se retrouve avec des dommages environnementaux finalement graves sur les océans. Mais l'énergie marine renouvelable, qu'est-ce que c'est? Ce sont évidemment les parcs éoliens, c'est la technologie qu'on maîtrise le mieux, mais il y a également l'énergie houlomotrice, donc celle des vagues, il y a l'énergie des courants, l'énergie du vent, l'énergie solaire également, qui est beaucoup plus puissante, comme pour l'éolien. En fait, en mer, on a beaucoup plus de vent, on a beaucoup plus de soleil, on a la réverbération. Et donc, mettre des panneaux solaires en mer, ça produit beaucoup plus d'énergie que si on les met à terre. Donc, c'est une question technologique, mais les potentialités sont énormes. Et puis, bien sûr, on a les énergies fossiles qui sont exploitées en mer depuis maintenant plusieurs décennies et qui sont pour le coup très bien encadrées. C'est-à-dire qu'on a des règles juridiques qui encadrent très bien l'extraction d'énergie fossile et d'énergie qui est liée aux minéraux. Je pense par exemple aux métaux de la zone internationale des fonds marins. Le cadre juridique, là, il existe presque avant la pratique, en fait. Donc, ces activités-là sont très bien encadrées. En revanche, on a plus de problèmes de cadre juridique pour les énergies marines renouvelables, parce que on n'y avait juste pas pensé en 1982 à ces questions-là. Il y a des règles qui régissent les installations énergétiques en mer. Donc, si on veut poser une installation, une île artificielle, par exemple pour faire un parc éolien, il y a des règles dans les conventions, donc ça oui. En revanche, par exemple, si un État souhaite mettre un parc éolien en haute mer, là, on est face à un point d'interrogation qui est important. A priori, c'est un espace de liberté où les États ont le droit de faire passer des câbles, de construire des installations. Mais comment ça va se concilier avec les libertés et les droits des autres États, des États tiers, notamment la liberté de navigation, la liberté de pêche. Évidemment, si vous mettez un parc éolien, il n'est plus possible de pêcher à cet endroit-là. Donc là, on a un gros point d'interrogation qui est lié à la problématique des conflits d'usage dont vous parliez tout à l'heure pour l'espace. La problématique est exactement la même pour la mer. Et c'est le problème des espaces de liberté. Si on dit que les États sont libres de mener des activités licites, bien sûr, dans ces espaces internationaux, nécessairement, on va avoir des problèmes de compatibilité de ces activités entre elles. Mais la potentialité est énorme pour les énergies marines renouvelables. Alban Guillemarche. Sur la question des ressources spatiales, ces dernières années, on est passé d'une perspective sur le sujet
à les ressources spatiales, ça relève de la science-fiction ou de l'imaginaire prospectif pour le spatial, à non, c'est une réalité concrète qui peut avoir lieu dans les 2 prochaines décennies si on est assez honnête, et peut-être la prochaine décennie si on est très enthousiaste. Qu'est-ce qu'on imagine sous ce terme utilisation des ressources spatiales ? Il faut vraiment distinguer 2 types d'usages. Le premier, c'est on récupère la ressource dans l'espace sur un astéroïde pour le miner, sur la Lune, sur un corps céleste en tout cas, et on les ramène à Terre et on les utilise sur Terre. Ce premier type d'utilisation des ressources spatiales, il n'est pas intéressant à l'heure actuelle pour des raisons de coût en fait, d'accès à la ressource et ensuite de retour de cette ressource. D'extraction et de retour. Ça coûte quand même assez cher de lancer un objet dans l'espace. Ça coûte tout aussi cher de ramener un objet de l'espace, qui plus est quand on parle de ressources. La semaine dernière, il y a des échantillons qui sont arrivés. On parle de 250 grammes. Pour une exploitation des ressources, on imagine qu'il faudra plus que 250 grammes. Et déjà, rien que le coût du retour de ces 250 grammes était élevé. Ensuite, on a Vous avez le chiffre Bon, je ne vais pas donner d'estimation sans avoir le chiffre exact, mais on est sur un prix très, très élevé. À plusieurs zéros. Oui, plusieurs zéros pour 250 grammes de ressources. Mais c'est 250 grammes pour la science et ça en vaut largement le prix. Ensuite, on a un deuxième type d'utilisation des ressources qui, lui, est beaucoup plus intéressant à observer de près, qui est celui donc de l'ISRU, In Situ Space Resources Utilization. Désolé pour le barbarisme anglais, mais cette ISRU, c'est on prélève la ressource locale et on l'utilise localement. Et par là, on vise ce que j'évoquais tout à l'heure, l'utilisation de l'eau lunaire à des fins de support vide, de fabrication de carburant pour fusées. On vise aussi l'utilisation de la régolithe, qui est une pierre lunaire de laquelle on peut extraire de l'oxygène, ou alors toute autre ressource intéressante pour les bases lunaires et qui relève d'un choix arbitraire scientifique et programmatique. Donc on est sur une extraction locale, un traitement local et une utilisation locale. Et ça change un peu le paradigme des missions spatiales, parce qu'on finalement, on ramène plus tout de la Terre, on prélève aussi sur place, et aux fins des missions locales. Et il ne faut quand même pas oublier la règle de base dans le spatial, le poids, la charge utile, c'est de l'argent, et le moins on en emmène de Terre, le plus on a d'espace pour ramener autre chose depuis la Terre, des missions scientifiques, des astronautes, de nouveaux modules. Donc cette utilisation locale des ressources est vraiment, sans doute, pour l'instant, on est quand même dans du développement technologique. On n'est pas encore au stade de l'utilisation concrète. Et il y a encore énormément d'étapes technologiques à franchir. En revanche, elle est sans doute celle qui marquera un moment historique dans la façon dont on fait des missions spatiales. C'est pour ça qu'il faut l'observer de près. Et sur le plan du droit, on est sur une situation assez ambiguë, où on a un droit international qui nous pose un principe de non-appropriation et de plus en plus d'interprétations nationales, notamment par certains États, les États-Unis, le Luxembourg, le Japon et les Émirats, qui ont développé dans leur loi spatiale nationale des titres de propriété sur les ressources. Et alors, pour le citoyen lambda et pour le juriste, on a une opposition entre le titre de propriété interdit par l'article 2 du traité de 67, traité de l'espace, et ces titres de propriété développés en droit interne. Et donc, ce qu'ont fait ces États, et ce qui est un argument théorique comme un autre, c'est l'idée de dire que ce qui est interdit, c'est de s'approprier la surface, la surface d'ensemble, mais le caillou présent sur place, ou la tonne de cailloux présente sur place, on peut développer des titres de propriété sur elle en tant qu'on n'a pas revendiqué la souveraineté de la surface. Donc on a une dissociation, c'est un argument comme un autre, encore une fois, mais on a une dissociation entre le statut global et le statut de la ressource prélevée. Et sans doute un des enjeux pour le droit de l'espace, et c'est celui qu'occupe une bonne partie de mes recherches, c'est d'essayer d'articuler ce droit international public, ce régime de droit international public, avec des titres de droit privé qui existent en droit interne. Mais vous voyez, on est bien sur 2 logiques différentes et qui vont être assez complexes à réconcilier quand même. Merci. Chiara Neri, est-ce que ces 2 logiques, on les retrouve en mer ? Sur la dissociation entre les Oui. ressources et le statut de la zone, oui, c'est quelque chose qui existe dans le droit de la mer, puisque les États peuvent très bien ne pas être souverains sur une zone, mais avoir un droit d'exploitation exclusive de ces ressources. Donc cette dissociation entre effectivement la zone et les ressources, elle existe. Elle existe par exemple pour la zone économique exclusive, où c'est une zone de haute mer sur laquelle tous les États vont exercer leur liberté de navigation par exemple.
Mais l'État côtier va avoir une exclusivité d'exploitation des ressources biologiques de la zone. Donc, effectivement, là, il y a une dissociation très nette entre les deux. Oui. On revient à Kafka et à la difficulté de résoudre les problèmes de ce monde. J'ai une question sur le droit, parce qu'on parle du droit de l'espace, du droit de la mer, mais finalement, n'est-il pas trop fractionné dans la mesure où l'on souhaiterait éventuellement trouver un équilibre entre exploitation et préservation? Et voilà, peut-on penser ces droits de la mer et de l'espace en dehors ou à côté du droit de l'environnement? Est-ce qu'on peut penser les choses encore de manière séparée? Est-ce qu'il y a des débats juridiques sur cette question-là de la séparation? Une espèce de pensée en silo. Oui. Karen Oui, Eric, oui, bien peut-être. sûr. Alors, sur le morcellement et le côté fractionné de la pensée, c'est quelque chose qui a occupé mes travaux pendant 4 ans. On a essayé de mener un projet de recherche pour démontrer que le droit applicable à la police en mer, donc c'est quand même assez spécifique, mais était mal pensé parce que pensé de manière trop fractionnée, fractionné par zone ou fractionné par activité, et du coup qui était complètement inintelligible, alors qu'on pourrait très bien avoir des principes généraux qui soient communs à toutes les zones ou à toutes les activités. Donc ça me parle beaucoup ce que vous dites. Mais pour répondre à votre question plus précisément, est-ce qu'on peut penser le droit de la mer en dehors du droit de l'environnement, par exemple? À mon avis, non. Mais la manière dont le droit international se construit, c'est une construction qui est nécessairement par empilage de normes. C'est-à-dire qu'on va avoir à un moment un alignement de planètes pour adopter une convention sur un sujet. Il faut le faire tout de suite parce que sinon, il y a une planète qui va se défaire un pas de côté et on ne pourra plus adopter ces règles. C'est ce qui s'est passé pour la Convention de Montego Bay. Même chose pour les grandes conventions environnementales où on a eu un moment, à la suite de la conférence de Rio, là aussi, une volonté politique qui était présente. On a pu adopter des grandes conventions, par exemple celle sur le changement climatique ou celle sur la protection de la biodiversité. Et donc, du coup, on a rajouté des couches. On a la couche de la Convention de Montego Bay. Par-dessus, on a les couches des grandes conventions environnementales et de leurs protocoles respectifs. Donc, par exemple, la dernière convention qui a été adoptée dans le cadre de la Convention de Montego Bay, c'est la Convention sur la protection de la biodiversité au-delà des juridictions nationales, donc dans les espaces internationaux. Le dernier protocole adopté dans le cadre du droit plutôt de l'environnement et de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est le fameux accord de Paris de 2015. Mais évidemment qu'il faut penser ces piles de règles de manière globale et essayer d'avoir une approche intégrée. Sinon, évidemment, ça crée des situations pratiques absurdes. Et ce n'est pas si compliqué, à mon avis, de réconcilier ces deux corps de règles. C'est peut-être plus difficile avec d'autres domaines du droit international, mais entre le droit de la mer et le droit de l'environnement, je pense qu'il y a vraiment des points et des ponts qui sont assez aisés de faire, notamment parce que la Convention de Montego Bay a toute une partie qui est dédiée à l'environnement marin et qui renvoie à des éventuelles réglementations internationales. Donc on peut espérer que les juges vont interpréter ces règles du droit de la mer en faisant appel donc aux principes qui sont contenus dans les conventions environnementales. Et on le saura bientôt parce qu'en ce moment même, il y a une affaire consultative devant le Tribunal international du droit de la mer, une affaire qui a été portée devant le tribunal par un groupe d'États insulaires qui sont face aux effets néfastes du changement climatique et qui demandent au Tribunal international du droit de la mer quelles sont les obligations des États partis à la Convention de Montego Bay face, par exemple, à la montée des eaux, au réchauffement des océans, à l'acidification des océans. Et on va voir ce que le tribunal va dire. Les audiences se sont terminées la semaine dernière. Mais sans vouloir sortir une boule de cristal, il me semble qu'il ne serait pas trop compliqué, juridiquement, techniquement, pour le tribunal d'interpréter la Convention sur le droit de la mer à la lumière du droit applicable au climat, notamment de la Convention cadre des Nations Unies de 92 et de l'accord de Paris.
Donc on va voir s'il va le faire, mais c'est ce qu'un grand nombre d'États présents lors de la procédure ont demandé au tribunal. Donc je pense que là, il y a un consensus, je pense que les planètes sont alignées et que donc on peut avoir un progrès sur cette question de la vision intégrée, de la gestion intégrée, systémique de nos corps de règles. Alban Guillemarche, peut-être. Est-ce qu'on a cette vision, ou en tout cas ce projet intégré pour ce qui concerne le droit de l'espace? Cet alignement des planètes même entre l'alignement les deux des sujets. planètes. Il y a deux limites en réalité, qui est quand même la friction classique entre les droits et les faits, et là aussi où en droit international, notamment des espaces, on rencontre une autre limite, c'est celle du nuancier en fait sur les dénominations. Je le prends pour l'espace, on a quand même donc l'article 11 de l'accord sur la Lune qui parle de patrimoine commun de l'humanité. On a l'article 1 du traité de 67 qui nous parle d'apanage de l'humanité. On a un problème en fait sur la dénomination de ces espaces et de ce que ça veut dire clairement. Dans un executive order d'avril 2020, donc la Maison-Blanche nous annonce qu'elle maintient sa position historique sur la qualification de la Lune, c'est-à-dire le refus de la qualifier en Global Commons, et Global Commons avec un S, ce qui, d'ailleurs, dans un correcteur grammatical n'est pas correct, mais je dis ça parce que c'est important, parce que ça rejoint là aussi le nuancier. Vous retirez un S et vous tombez sur un autre régime. Donc, vous voyez, on est en fait sur une gradation de la communauté entre l'espace international, l'espace commun, le commun global, le patrimoine commun de l'humanité, avec des termes qui sont à cheval entre une qualification politique et une qualification juridique. Alors que si on prend une analyse extrêmement précise des faits sur le plan spatial, ne peut que mener à la conclusion que l'espace extra-atmosphérique est un commun, peut-être pas un patrimoine commun de l'humanité, mais en tout cas un commun, un global common avec ou sans S. Il suffit juste de prendre le cas de l'encombrement des orbites. Même si les lancements sont de la décision même des États ou des entreprises privées qui conduisent au lancement sous autorisation de ces États, l'encombrement des orbites nous concerne tous, toutes les capacités spatiales, des générations actuelles, mais aussi des générations futures. Puisqu'en réalité, la question de l'accès à l'espace et de la présence de ces débris pose aussi la question de l'accès à l'espace pour ces générations futures. Pourra-t-on continuer dans 10 à 15 ans avec un encombrement des orbites à tirer dans l'espace ? Donc, en fait, c'est ça où on a vraiment cette friction entre le droit et le fait. On a le droit qui résiste à qualifier des faits qui sont scientifiquement et politiquement des communs. Et c'est le cas pour le spatial. Sur la question ensuite de la rencontre entre le droit de l'environnement et le droit de l'espace, il y a vraiment deux champs de rencontre. Il y a le champ de rencontre, et on a eu cette semaine la première amende américaine pour débris spatiaux, donc le champ de la rencontre dans l'espace, c'est-à-dire la préservation de l'environnement spatial, où les enjeux ne sont pas exactement les mêmes que sur Terre, puisque, à défaut de découverte précise de vie dans l'espace, il n'y a pas véritablement d'environnement vivant à protéger, il y a plutôt la préservation de possibilités d'accéder, d'explorer, de découvrir et d'exploiter l'espace pour les générations futures. L'eau sur la Lune est présente en quantité relativement limitée. L'utiliser dans les 2 prochaines décennies, c'est empêcher les futures bases lunaires de pouvoir l'utiliser. Donc, vous voyez, on a des enjeux communs, mais là où le droit de l'espace peut se faire beaucoup plus rapidement rattraper, ou en tout cas beaucoup plus rapidement rencontrer, c'est plus positif dit comme ça, le droit de l'environnement, c'est tout simplement sur les effets terrestres aussi de l'exploration spatiale et de l'industrie spatiale. Et là, il y a une réflexion qui est menée dans le cadre du droit. On l'a vu au moment où on a eu le premier essai Starship d'Elon Musk, les dégâts environnants et les débats qui ont eu lieu sur l'encadrement tout simplement de ces lancements et de leur impact environnemental. Et on a aussi donc toute une réflexion qui est menée en dehors du droit, au sein de l'industrie spatiale et au sein des agences spatiales, sur la compatibilité et l'organisation de cette compatibilité entre la volonté d'espace, l'envie d'espace et un monde en réchauffement. Et on a vraiment un travail qui est fait. Je souligne en France un travail actuel qui est mené par l'association Aérodécarbo avec l'association pour un réveil écologique sur justement l'impact environnemental de l'industrie spatiale. Et ils vont bientôt sortir leur rapport. Et ce sera assez parlant, en tout cas, sur la façon dont on repense l'espace au XXIe siècle. Donc il y a le droit, mais il n'y a pas que le droit, il y a aussi toute cette réflexion politique sur l'adéquation entre nos activités industrielles et technologiques et les évolutions climatiques et environnementales. Alors justement, vous avez
Il y a plusieurs sujets qui me viennent à l'esprit. Il y a cette question effectivement des déchets, et ça, pour le coup, les débris, les déchets, le reste en tout cas, ça envahit les deux espaces dont on parle, donc l'espace spatial et l'espace de la mer. Donc comment cette chose-là est régie? Et puis j'avais une toute autre question, c'est la question du privé, des entreprises privées, puisqu'on le voit bien aujourd'hui, certaines d'entre elles ont des moyens directs extrêmement colossaux et peuvent être tentées, vous avez évoqué Elon Musk par exemple, d'aller plus loin au fond ou d'aller plus loin dans l'espace. Comment le droit, justement, à partir de la réflexion que vous faites sur la question des communs, vous avez parlé tous les deux des communs, du patrimoine de l'humanité, enfin voilà, en tout cas d'espace de l'humanité, comment le droit en fait offre une frontière ou pas à la perméabilité de très très grandes fortunes privées. Chiara Derry peut-être. Sur la question de la privatisation, vous aviez une autre question juste avant. Les déchets. Les Je déchets. dirais que la privatisation est peut-être la première des questions. Alors, sur la privatisation, il y a des enjeux, évidemment, de privatisation en mer, mais je pense qu'ils sont assez différents de ceux que l'on a dans l'espace, puisque pour le moment, jusqu'à récemment, sans la puissance d'un État, il était quand même impossible d'avoir des activités dans l'espace. Maintenant, les choses changent. La mer, c'est plutôt l'inverse, en fait. Les activités privées sur les espaces marins ont toujours existé, et les activités étatiques aussi. Ce qui change, l'enjeu de privatisation que l'on a en mer, c'est plus un enjeu de sécurité. Et les enjeux juridiques sont liés à la délégation par les États de leur pouvoir de police sur les espaces marins à des entreprises privées. Donc ça, on a là un enjeu de privatisation qui est compliqué à appréhender par le droit, parce que si les États acceptent, par exemple, que des sociétés militaires privées luttent contre la piraterie, ou que une entreprise privée gère une aire marine protégée en leur nom, eh bien, on se retrouve avec des agents privés qui vont exercer des prérogatives de puissance publique, si je puis dire, et qui sortent un peu des règles prévues par le droit de la mer. Donc là, on va avoir des problèmes aussi tout simplement d'attribution de la responsabilité. S'il y a la violation d'un droit, qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise privée? Est-ce que c'est l'État qui a confié ce pouvoir? Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on va avoir des enjeux de privatisation en mer. Plus que de privation d'exploitation des ressources, puisque de fait, ce sont quasiment que des entreprises privées qui exploitent les ressources marines avec des autorisations étatiques. Et parfois, avec le fait de payer des permis d'exploitation aux États qui sont responsables de ces ressources. C'est plus en ce sens. Et peut-être sur les déchets, sauf si vous voulez qu'on traite cette question d'abord et les déchets après. Non, allez-y. Allez-y, je pense. Sur les déchets, alors oui, on a des obligations en matière environnementale en droit de la mer. Il y a des obligations générales qui sont contenues dans la Convention de Montego Bay. C'est l'article 192 qui nous dit que les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin, ce qui passe par, article 194, la protection des espaces marins contre toute pollution. Évidemment que l'insertion de déchets au sein de l'espace marin, c'est une forme de pollution. Donc ça, c'est une obligation générale qui est contenue dans la Convention, avec des précisions sur les actions à mettre en place pour lutter contre la pollution. Et puis ensuite, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, va également proposer aux États l'adoption de conventions plus précises sur certaines formes de pollution, certains types de pollution marine, y compris donc les pollutions qu'on appelle telluriques, c'est-à-dire les pollutions qui viennent de la terre et qui sont déversées dans la mer. Et les déchets rentrent dans cette catégorie. Donc on a des conventions qui fonctionnent assez bien et qui fonctionnent par
par annexe, c'est-à-dire que régulièrement, l'OMI va mettre à jour ses annexes et qui vont entrer en vigueur petit à petit. Donc, il y a ici, pour une fois, le droit ne court pas après la pratique et on a quand même une réaction assez rapide du droit aux progrès technologiques et aux données scientifiques. Donc, sur les déchets, le droit est assez bien armé. En revanche, évidemment, on a là un problème majeur de surproduction qui est pas un problème juridique. Non, c'est un problème qui est lié à nos modes de vie. À nos modes de vie, tout à fait. Alban Guillemard, sur cette double question des acteurs privés et de la question déchets. Je vois que le temps file, il faut dire que les deux zones à explorer sont quand même vastes, donc je vais quand même choisir de traiter que la question du privé. Quand on écoute les débats contemporains sur le spatial, on a un peu l'impression que l'État a totalement disparu du sujet et que l'industrie spatiale aujourd'hui est une affaire d'acteurs privés, d'entrepreneurs à la Elon Musk, à la Jeff Bezos. Donc Elon Musk, PDG de SpaceX, et Jeff Bezos, PDG d'Amazon, qui se sont tous les deux lancés dans le spatial. En réalité, premièrement, l'État n'a pas disparu du spatial, il est toujours là et il se rend internationalement responsable des activités spatiales qu'il autorise. Et le deuxième point, c'est que l'industrie a toujours été là dans le spatial. Les États ont accompagné le développement d'industriels historiques pour développer leurs capacités de lancement, de fabrication de satellites, ou alors se sont appuyés sur des industriels qui existaient déjà pour commencer justement ce développement de technologies spatiales. Ce qui mène donc à la question de qu'est-ce que la place du secteur privé dans le spatial aujourd'hui ? Donc on a ce thème politique du New Space, qui est un mot qu'on voit utilisé à tort et à travers, alors que le New Space désigne déjà pas l'ensemble de l'évolution du spatial contemporain, seulement son évolution économique, et ne désigne même pas toute l'économie spatiale contemporaine. En fait, par New Space, on entend globalement trois choses. La diversification du financement des activités spatiales, c'est-à-dire qu'on ne repose plus uniquement sur le financement de l'État, on fait aussi appel aux levées de fonds, à la capitalisation, à d'autres modes de financement plus classiques. Le deuxième point, c'est l'arrivée de nouvelles activités dans le secteur spatial et des activités essentiellement tournées vers le service, l'exploitation des images satellitaires, la revente de données spatiales. Et le troisième point, donc on a un transfert du risque de l'innovation du privé au public. Mais encore une fois, ça c'est une part seulement partielle de la nouvelle économie spatiale. L'État est toujours présent, on a toujours une responsabilité des États, on a toujours la présence d'agences qui pilotent des projets, on a toujours l'État pilote de l'exploration spatiale sur les grands programmes scientifiques. L'espace n'est pas qu'économique, il est aussi scientifique, il est sur la recherche, il est sur le développement de technologies, et certaines, oui, sont réalisées et déléguées au secteur privé. Mais en tout cas, on est bien toujours sur cette double dynamique spatiale publique, spatiale privée. Et j'aimerais quand même aussi rappeler que même si l'économie spatiale est un sujet qu'on retrouve beaucoup dans les médias, il ne faudrait quand même pas oublier toute la géopolitique scientifique derrière et toutes les découvertes qu'on fait au quotidien, ne serait-ce qu'avec James Webb qui a été lancé, James Webb qui s'est positionné, l'arrivée de ces échantillons la semaine dernière, la découverte par le rover indien de certains métaux sur la Lune. Enfin, c'est fabuleux l'ensemble des découvertes scientifiques qu'on fait sur ces 20 dernières années. Et certes, il y a une économie spatiale, il ne faut pas oublier son poids politique, son poids environnemental, puisqu'on est aussi quand même sur Radio Anthropocène, mais il ne faut pas oublier aussi que l'espace et aussi l'exploration de la mer répondent à une vieille question qui est celle de qu'est-ce qu'on fait là, où va-t-on et comment on y va. Ah, alors là, je vous laisserai chacun d'entre vous répondre à cette question-là. En tout cas, je vous remercie tous les deux, Chiara Neri et Alban Guillemard. Et puis, je vous quitte avec cette image d'Épinal qui relie ces deux espaces, qui est celle du marin qui lève la tête au ciel, qui repère les astres pour pouvoir se diriger à peu près proprement, en tout cas de manière la plus sécure possible. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.